Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres de l'actualité. François Fillon était au Mans pour l'inauguration de l'antenne d'Oseo, un organisme financier d'État qui soutient les PME comme CGMP à Tuffet. 4 établissements scolaires ont été retenus en Sarthe pour tester un nouveau rythme à la rentrée prochaine. Et puis nous terminerons avec nos idées de sortie pour le week-end ainsi qu'un entretien avec Thierry Dehaes, professeur de lettres agrégé qui travaille au Mans, a écrit cet ouvrage consacré au Tour de France, petite histoire de la grande boucle consacrée évidemment au Tour de France, le Tour qui, vous le savez, part demain, samedi, de Rotterdam. François Fillon était au Mans il y a moins d'une heure de cela. Il y a inauguré l'antenne sartoise et mayonnaise d'Oseo. Cet organisme financier soutenu par l'État cofinance les investissements des entreprises. Elle garantit leurs prêts bancaires et elle soutient l'innovation. Sur la Sarthe et la Mayenne, 120 millions d'euros ont ainsi été débloqués l'an dernier pour environ 800 sociétés. Dans son discours, le Premier ministre a confirmé la mise en place d'un prêt vert destiné évidemment aux entreprises qui investissent dans le développement durable. On écoute François Fillon. Ces prêts verts permettent à la fois de financer, des investissements qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, mais qui réduisent aussi leur consommation énergétique et qui permettent donc d'améliorer leur compétitivité. Je suis avec beaucoup d'attention les projets de la Sarthe et de la Mayenne dans ce domaine. Il y a des projets en matière de voitures électriques, il y a des projets en matière d'énergie propre ou encore d'éco-construction. Sera doté de 500 millions d'euros. Et une des premières entreprises sartoises à bénéficier de ce prêt vert, c'est la société CGMP, une société de Tuffet qui fabrique des nappes et des serviettes en papier découvertes. CGMP est ce qu'on appelle une belle boîte. 170 salariés, 34 millions de chiffre d'affaires. Cette PME familiale de Tuffet fabrique des nappes et des serviettes en papier. 10 millions de serviettes par jour, 2000 km de nappes. Dans un univers ultra concurrentiel, CGMP parvient à maintenir ses positions, notamment en développant des produits innovants comme ces serviettes biodégradables. Un produit sorti en 2009 au même prix que les serviettes classiques, mais au bout de 18 mois, les ventes ne sont pas encore satisfaisantes. On pourrait imaginer travailler à la moitié de notre chiffre d'affaires sur le sujet, chiffre d'affaires serviettes, puisqu'on a également le produit qui se déroule en nappe. Maintenant, le temps que ça va mettre, on aimerait que ça aille le plus vite possible, parce qu'on a un vrai avantage concurrentiel, puisqu'on a l'exclusivité en France et en Europe pour le moment, et donc on a intérêt à le développer rapidement. Mais mes collègues et néanmoins concurrents ne le voient pas sous cet œil-là. CGMP mise sur le développement durable, pas uniquement dans ses produits, mais aussi dans l'alimentation énergétique de son usine. Pompe à chaleur, néon à luminosité variable, tri sélectif, et les toits de l'usine seront bientôt équipés en panneaux photovoltaïques. Tout cela a un coût, et l'entreprise s'est notamment tournée vers Oseo pour obtenir un prêt vert, écolo, de 500 000 euros. Nous faisons des prêts en collaboration avec les partenaires bancaires, c'est-à-dire qu'on intervient en cofinancement, en partage, mais nous intervenons aussi sur des produits qui nous sont propres et qui permettent de financer un certain nombre de démarches entreprises par les entreprises. On s'aperçoit que les banques ne remplissent plus leur rôle, et comme on a besoin, nous, de partenaires qui ont une vision plus d'avenir et non pas de rétroviseur et d'historique, Oseo est aujourd'hui le mieux placé pour nous aider à avancer et non pas à contempler ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. En 5 ans, l'entreprise aura ainsi réduit ses émissions de CO2 de 75%. Et puis le Premier ministre s'est également exprimé sur l'augmentation des impôts que certains jugent nécessaire pour résorber les déficits publics, une augmentation que n'envisage pas l'État, comme l'a confirmé François Fillon. Augmenter les impôts pour réduire les déficits, oui, là, ce serait étouffer la croissance et faire courir un risque considérable à la reprise. Réduire nos déficits au cours des prochaines années ne freinera pas la reprise de la croissance, au contraire. La maîtrise des déficits publics nous permettra de conserver des taux d'intérêt à des niveaux durablement bas, ce qui devrait favoriser le redémarrage de l'investissement des entreprises comme des particuliers.
Mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi en Sarthe. Téléperformance, le leader des centres d'appel, va fermer son site de l'université du Mans pour concentrer ses effectifs sur celui de Pontlieu. Dans l'opération, 41 emplois d'agents de maîtrise et de cadres seront supprimés. C'est le deuxième plan social de cette société en moins de 2 ans. Téléperformance va supprimer au total 800 emplois sur l'Hexagone après avoir perdu plusieurs gros clients. Cela pourrait chauffer lundi matin du côté de la préfecture où devraient se rendre plusieurs responsables de la FDSEA, le syndicat agricole. Ils s'inquiètent de la pénurie de fourrage pour nourrir leurs élevages. Ils réclament un assouplissement de l'État sur la récolte des jachères. 3 collèges et un lycée sartois vont tester un nouveau rythme scolaire à la rentrée prochaine. En gros, un peu sur le modèle allemand, c'est-à-dire les matières générales le matin, les matières plus ludiques, artistiques et sportives l'après-midi. Parmi ces établissements, le collège de Valhuines au Sablon. C'est au Mans, Benoît Doisy a rencontré son principal. La cour est vide, vacances oblige, mais à la rentrée, avec le retour des élèves, le collège du Val-d'Huisne va tester un nouveau rythme scolaire. Il ressemblera un peu à celui de nos voisins anglo-saxons ou allemands. La matinée sera réservée aux enseignements généraux, les après-midi aux APSA, à savoir activités physiques, sportives et artistiques. Les collégiens ont tout de suite adhéré. Je pense que sur ce projet-là, ils nous font confiance. C'est-à-dire qu'ils se sont montrés volontaires parce que ce qui a été présenté semble leur convenir. Et donc, nous avons effectivement plus de demandes que de places disponibles dans cette division. Ce projet expérimental a pour objectif de favoriser la réussite des élèves, une réussite au niveau scolaire, mais également au niveau du bien-être. Concrètement, les collégiens auront 4 heures de cours théoriques le matin, l'après-midi sera ponctué par 2 heures de sport, 1 heure d'activité culturelle et 1 heure d'études dirigées. L'expérience est destinée aux 5e pour des raisons bien pratiques. L'emploi du temps des 5e est effectivement un emploi du temps moins chargé que dans les divisions supérieures. Nous envisageons une évolution du projet derrière de cette expérimentation en fonction de ses résultats et nous verrons à ce moment-là ce que nous ferons pour les années à venir. Avec le Val-d'Huisne, 3 autres établissements sartois participent à l'expérience. Ce projet sera-t-il un plus pour les élèves? Réponse dans 3 ans. Dans quelques instants, nous vous proposerons d'en savoir un petit peu plus sur les quelques petites histoires du Tour de France. Mais auparavant, voyons quelques-unes des idées de sortie pour ce week-end. Tous les passionnés de chasse ont rendez-vous ce dimanche à Saint-Symphorien. La fête de la chasse se tiendra au château de Sourches. Au programme, concours de trompe de chasse et concours d'équipage de chiens de chasse. Les participants pourront déguster un repas champêtre et c'est sous un feu d'artifice que la journée se terminera. Si la grande boucle s'élance samedi, les monceaux passionnés de la Petite Reine ont également leur rendez-vous. Le Vélodrome du Mans accueille le Grand Prix Mondial Assistance, une épreuve spectaculaire associant un coureur cycliste et un motocycliste. Les vitesses atteignent les 80 km/h. Rendez-vous samedi dès 14 h avec vos enfants, licenciés ou non, qui pourront prendre possession de la piste. Après le vélo, place à la trottinette, mais la trottinette comme sport extrême. La discipline s'inspire du skate et du BMX. Le contest a lieu tout le week-end au skatepark du Mans. Et on termine les idées de sortie à la Chartres-sur-le-Loir avec une brocante dimanche. Ambiance très Montmartre avec une petite note Saint-Ouen. Cette 9e édition devrait encore offrir son lot d'objets hétéroclites et de qualité. Professionnels et amateurs proposeront leur trésor. Une sortie à faire en famille. À noter également que l'infiltré du dimanche sera présent. C'est l'heure d'accueillir mon invité, Thierry Dehaye, bonsoir. Bonsoir. Professeur, agrégé de lettres au lycée Sainte-Croix au Mans, amoureux de Saint-Exupéry, de Pagnol et du Tour de France auquel vous avez consacré ce livre, Petite histoire de la Grande Boucle qui part justement demain. Alors ce livre, c'est un peu une manière de raconter ce qui fait le sel du Tour de France, c'est-à-dire l'aventure humaine de ceux qu'on a appelés les forçats de la route. Oui, forçats de la route qui l'ont été surtout les premières années. Même encore maintenant, mais à qui il est arrivé des choses qui sont un peu merveilleuses, extraordinaires, et que j'ai eu le plaisir d'essayer de retrouver dans des très très vieux magazines d'il y a plus de 100 ans. J'ai toujours dans mes recherches le souci de retrouver soit des témoins, soit des témoignages à travers écrits
qui permettent de ne pas faire de simples condensés de ce qui a déjà été de ce qui a déjà été lu et écrit 1000 fois ailleurs. Oui, un petit peu rappeler la mémoire de ce tour. Alors vous êtes remonté jusqu'aux origines, hein, on sait que le tour est plus que centenaire. Je suis remonté jusqu'aux origines, en particulier par le biais d'une amitié avec un journaliste du Midi de la France qui était un ancien élève de Marcel Pagnol et un de ses amis et qui avait suivi les Tours de France de l'après-guerre. De 1947, la victoire de Roglic, jusqu'au début des années 60. Et puis, depuis que je suis adolescent, à la fois je poursuis le Tour de France dans ses étapes mancelles ou alpines régulièrement, et puis j'essaie d'écrire aux anciens coureurs. Donc comme ça a commencé il y a un certain nombre d'années... Vous avez pu voilà. collecter un petit peu toutes ces anecdotes. Alors s'il y en a, évidemment, vous en racontez plusieurs dans ce livre, mais... laquelle vous paraît, par exemple, la plus intéressante? C'est peut-être difficile de choisir dans cette histoire. Il y en a deux qui m'amusent beaucoup. Il y en a une qui concerne le patron du Tour, le fondateur Henri Desgranges, qui était lui-même un ancien champion cycliste, qui avait établi un des premiers records de l'heure et qui était extrêmement exigeant avec lui-même et avec les autres. Il était tellement exigeant qu'il interdisait à ses invités, fussent-ils des hommes politiques en vue, lorsqu'ils suivaient le Tour de France dans sa propre voiture, de descendre pour le nécessaire arrêt toilette. Et donc, les personnes qui étaient invitées dans la voiture de Desgranges avaient la surprise de voir circuler un bidon qui passait de passager en passager, passagers étant évidemment exclus, oui. Et qui montrait à quel point il était complètement dans sa course. Ce qui explique aussi que les coureurs l'appelaient assassin, fou, gangster, que Pélissier, oui. Henri, qui a gagné en 23, lui disait « je m'appelle Pélissier, mais pas Azor ». D'accord. Enfin, on imagine mal, effectivement, ce genre de situation aujourd'hui. Et alors, l'autre anecdote? Alors, l'autre anecdote, c'est un très ancien coureur du Tour de France, dont j'ai eu la surprise de découvrir qu'il avait couru le Tour à 45 ans passés. On le décrit comme un gros crapaud. Il n'avait pas d'argent, donc c'est-à-dire qu'il utilisait la même paire de chaussettes pendant tout le parcours du Tour de France. Il volait les musettes des coureurs des équipes plus sérieuses pour survivre. Il dormait sur les bancs et il a malgré tout fini le Tour. Il avait l'habitude de piquer des sprints lorsqu'il voyait un journaliste italien, parce qu'il s'appelait Rossignoli, il était italien, et ensuite il s'effondrait sur le fossé pour tenter de récupérer. Alors, vous êtes aussi un inconditionnel d'Eddy Merckx. Oui, comme souvent, les souvenirs sont attachés à ce qu'on a vu dans l'enfance. Donc j'ai vu Eddy Merckx en course. Je ne l'ai pas vu passer en 1970, j'avais 7 ans, lui avait le maillot jaune. Je l'ai revu ensuite en 75 et 77. C'est le type même du champion que les Français n'aiment pas trop parce qu'il est trop dominateur. Ouais. C'est toujours le même problème d'ailleurs. J'ai souvenir d'avoir croisé en même temps Anquetil et Poulidor au début des années 80. Poulidor avait 30 personnes autour de lui et Anquetil, qui avait gagné 5 Tours de France, passait plus ou moins inaperçu, était... Finalement, en France, on n'aime pas les gagnants, c'est ça que vous voulez dire? Il y a un problème de culture par rapport à ça, ce qui explique aussi le problème que les Français ont avec Armstrong. Armstrong qui gagne 7 fois, qu'on soupçonne d'être dopé, et puis on s'aperçoit que les autres derrière sont peut-être pas non plus exempts de tout reproche. Et finalement, je pense que le problème fondamental, c'est cette espèce de fighting spirit, cette volonté de se dépasser, qui pose problème souvent au public français. Alors vous évoquiez le dopage, ce sera ma dernière question. Le dopage qui remonte à loin dans le Tour. Ça remonte à très loin. Au début, c'était du café ou du gros rouge, ce qui explique certaines siestes comme d'un dénommé Georget en 1903 qui durait plus d'1 heure. Ensuite, il y avait des potions magiques assez étonnantes. L'une qu'on appelait le vin Mariani, du nom de son fabricant, qui était un vin fabriqué à base de feuilles de coca. Je vous laisse deviner l'ingrédient principal. Et une pommade qu'on appelait la blanche, qu'on se mettait sous la selle et qui avait aussi comme pouvoir et comme propriété de diffuser une énergie un peu artificielle dans le coureur tout au long de la course. Là aussi, les choses se sont modernisées. Petites histoires de la grande boucle de Thierry Deshayes aux éditions Sutton. Ça coûte 21 €. Vous serez également ce samedi à 17 h à la librairie Doucet au centre-ville du Mans. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour terminer, je vous propose de découvrir ou plutôt les nouveaux maillots du Mans FC. Excepté le changement de nom du club, peu de nouveautés. Les puristes remarqueront l'apparition du noir sur le col et les manches du maillot sang et or. À l'extérieur, le Mans FC évoluera de nouveau avec ce maillot bleu nuit, avec des rappels bleu ciel. Un maillot collector pour les 25 ans du club sera dévoilé en cours de saison. Et puis du côté des joueurs, le défenseur brésilien Paulo André
ne sera plus Manso. Il avait été prêté l'an dernier aux Corinthians de Sao Paulo, un club avec lequel il devrait s'engager. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Pas de journal en plateau. La semaine prochaine, nous vous proposerons un panorama complet de l'actualité sartoise en toute image. Je vous passez un excellent week-end. Tout de suite, la météo de Romuald de Besson. Au revoir.